Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez toujours un très bon week-end en notre compagnie. Alors j'ai le plaisir de présenter cette nouvelle table, ces nouvelles interventions et intervenantes sur la thématique suivante: les femmes des classes populaires font-elles des enfants pour les envoyer à la guerre? Alors tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir Nadia Méziane, de la coordination féministe de lutte contre l'islamophobie. Vous pouvez l'applaudir. Ensuite, nous avons Rachel Borghi, activiste universitaire avec Gaza, maître de conférence à la Sorbonne. Yessa, mais avant ça, Yessa Belkhodja, du collectif de défense des jeunes du Mantois. Agnès, bien évidemment, Agnès Aoudaï, du mouvement des mères isolées. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, je t'ai déjà présenté, pardon. C'est toi que je t'ai pas présenté. Donc, bonjour, moi c'est Houria et je fais partie de la coordination féminine contre l'islamophobie. Merci beaucoup. Eh bien, on peut commencer avec la première intervention. À vous. Dans ce cas-là, Très bien, faisons comme ça alors. Salam alaikum, bonjour à toutes et tous. Donc, je viens de me présenter, Houria. Très rapidement, je pensais que ça allait être fait avant, mais on va le dire très rapidement. Donc, la coordination féminine contre l'islamophobie. C'est une coordination qui a été créée assez récemment à la suite de l'annonce du projet de loi par Wauquiez et les Républicains sur l'interdiction du voile dans l'espace public pour les mineurs. Donc, c'est une coordination qui regroupe des sœurs, des femmes musulmanes qui luttent depuis longtemps contre l'islamophobie dans des organisations qui leur sont propres. Et l'idée, c'était de créer cette coordination pour justement, littéralement, se coordonner sur ces actions, spécifiquement donc, en lien avec le sujet du projet de loi pour lequel on a pu rédiger et publier une tribune chez Politis que je vous invite fortement à lire. Donc, qu'on avait intitulé « À bas le voile non, à bas l'islamophobie institutionnelle ». Et donc, plus globalement, pour se donner de la force et se coordonner dans cette coordination qui regroupe un tas d'organisations. Je vous encourage à aller voir. J'ai peur d'en oublier, donc vous irez regarder vous-même. Donc, ce sujet, vaste sujet, les femmes des classes populaires font-elles des enfants pour les envoyer à la guerre ? Moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet spécifiquement, et j'avais envie de commencer mon propos sur ça, c'est sur cette notion de classe populaire. Je vais être tout à fait franche avec vous, elle ne me parle pas, et en vérité, pour les nôtres, pour les femmes musulmanes, cette catégorie ne nous parle pas parce qu'elle ne fait pas écho aux réalités qu'on vit au jour le jour. La notion de classe populaire, elle renvoie à une structuration sociale qui, pour simplifier, a une approche plutôt matérielle, qui met au centre, disons, pour simplifier rapidement, le revenu et les questions matérielles, voire matérialistes, donc comme approche. Mais nous, en fait, quand je suis là et quand on s'exprime en tant que femme musulmane, en tant que femme issue de la décolonisation musulmane, en tant que femme issue de l'émigration. Et cette réalité, donc, on la vit au jour le jour. Et donc, quand on vit, c'est par ce prisme que nous présentons, que nous sommes. Et c'est aussi par ce prisme qu'on nous voit et aussi que nous subissons tout ce que nous subissons, mais on y reviendra. Donc, force est de constater, je dois le souligner ici, les femmes musulmanes, les femmes issues de la décolonisation musulmane qui vivent en France ne vivent pas la même vie que les femmes des classes populaires et, allez, osons dire le mot, que les femmes blanches. On vit dans un même pays, mais nos réalités sont tout à fait différentes. Comme le disait, je vais citer Frantz Fanon pour justement comprendre cette dualité de vécu dans un même pays. C'est des dynamiques qui, malheureusement, existent encore aujourd'hui. Frantz Fanon disait que le monde colonisé, c'est un monde coupé en deux. Le monde de la métropole, là où
gouverne, on agit en transmettant ou on éduque, en transmettant la morale, la bonne morale, la sagesse. En colonie, on agit avec le pouvoir, on gouverne, je cite, à coups de crosse ou de napalm. Cette réalité, elle existe aujourd'hui. Derrière le périph', au-delà du périph', c'est bien ces femmes musulmanes qui sont persécutées, et évidemment toute la communauté musulmane et les personnes issues de l'immigration qui sont pointées du doigt. Donc quand on pose cette question, revenons donc au fait fond des enfants, on sent derrière cette question une appréhension évidemment liée à l'actualité. Cette appréhension, il faut le dire, on la vit, on la ressent et on la vit concrètement depuis très longtemps en fait. On n'a pas, la formule est un peu choc, mais vous allez comprendre. Disons que nous, femmes musulmanes, nous, communauté musulmane et personnes issues de l'immigration, nous n'avons pas attendu le front ukrainien pour ne pas vivre déjà un état de guerre permanent. Parce que vivre en France, en étant musulman, c'est vivre un état de guerre quasi perpétuel. Quand on a dit ça, on se pose la question donc, de cette appréhension. Pourquoi cet état de guerre perpétuel ? Eh bien, on parle de meurtres. Les meurtres, on les connaît. Et nos enfants, en fait, il n'y a pas une question de est-ce qu'on les envoie, est-ce qu'on s'inquiète. Nos enfants sont déjà tués pour ce qu'ils sont ici, en France. Il n'y a pas de question de est-ce qu'ils sont envoyés, comment. En fait, le simple fait de naître en France, d'être musulman en France, c'est déjà subir un état de guerre permanent, comme je le disais, parce qu'on est tué comme tel. Quand on voit Naël, Adama, Ziad Ebouna, Amin, Mohamed, Kylian, et j'en oublie malheureusement, car la garde leurs âmes, c'est des personnes qui ont reçu une balle dans le torse, une balle dans le dos, uniquement et précisément parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont indigènes de la République. Donc vous voyez que cet état de guerre, il est déjà présent, en fait. Quand, en 2005, on met en place un couvre-feu dans les banlieues à la suite des révoltes. Quand, en 2015, on annonce un état d'urgence, dont, vous le savez bien, un état d'urgence qui a donné un set de lois islamophobes qui a entraîné des fermetures de mosquées, d'écoles, de perquisitions, d'arrestations, d'assignations à résidence pêle-mêle. On est déjà dans un état de guerre quasi permanent. Allons plus loin sur ce couvre-feu et cet état d'urgence. Et ces blindés aussi qui arrivent dans ces banlieues et qui se positionnent. D'où viennent ces outils répressifs ? Ces outils répressifs, ils font partie d'un set d'outils répressifs coloniaux que l'État français puise dans son histoire, puisque, comme vous le savez, la dernière fois que le couvre-feu est utilisé en 2005 dans les banlieues, c'est à quel moment ? En 1961, lorsque ce couvre-feu il est désigné, il vise spécifiquement les musulmans d'Algérie qui tout de même partent manifester. Des musulmans d'Algérie qui finissent massacrés, noyés dans la Seine. C'est contre eux qu'il était ce couvre-feu, et c'était contre ces mêmes personnes, c'est-à-dire leurs descendants, en fait, d'une certaine manière, qu'est mis en place le couvre-feu en 2005. En 2015, quand est mis l'état d'urgence, cet état d'urgence, il vient d'où ? Il vient d'une annonce en 1955 d'un état d'urgence lorsque les Algériens décident de se combattre et de se battre pour la libération, et que cet état d'urgence entraîne une guerre et une répression. Et ce mot, il est tellement peu par rapport à ce qu'est la réalité de ce qu'ont vécu les Algériens, les musulmans d'Algérie, comme on les appelait. Il naît de cette réalité, en fait, de cette histoire. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier quand on reprend spécifiquement les mêmes outils répressifs aujourd'hui. On annonce, nous étions dans un état de guerre pendant la guerre d'Algérie, nous sommes encore dans un état de guerre aujourd'hui contre les musulmans, contre les indigènes de la République, d'une certaine manière, contre les personnes issues de l'immigration, de la décolonisation musulmane. Quand sur les plateaux TV, sur les médias, on passe son temps à matraquer des mots d'ordre guerriers, ni plus ni moins, des mots d'ordre guerriers contre des hommes musulmans, des femmes musulmanes, qu'on appelle à la rafle. Revenons sur ça. Vous savez qui a employé ce mot ? Arno Klarsfeld. Quelle ignominie jetée sur ses parents qui, comme vous le savez, chassaient les nazis pour ceux qui avaient réussi à s'enfuir, notamment en Amérique du Sud. Il utilise ce mot en disant on devrait l'employer. Il me semble qu'il parlait
immigrants et aux QTF. Est-ce qu'on se rend compte des termes qui sont utilisés? Et on n'a pas besoin de s'arrêter, de juste prendre ce mot annoncé sur un plateau média. Lorsque Bruno Retailleau, si je ne dis pas de bêtises, en juin 2025, qui était ministre de l'Intérieur, lance des opérations de contrôle de flux migratoires dans les gares, qu'il arrête massivement, qu'on passe notre temps à avoir ce mot d'ordre au QTF, on est déjà dans un état de guerre quasi permanent contre les musulmans, contre les personnes issues de l'immigration. Évidemment, contre les sœurs, bien sûr, je parlais des médias, vous savez bien que ces médias passent leur temps à poser des cibles sur les dos des musulmans, sur les dos des musulmanes, sur le voile des musulmanes plus spécifiquement. Et donc, on est encore dans cette rhétorique. Et donc, c'est pour ça que on est bien dans le sujet. On ne se pose pas la question, est-ce qu'on les envoie en guerre? On y est déjà, en fait. Nos enfants la subissent déjà et ils sont déjà tués pour ça. Quand on voit, donc je parlais de la question donc de l'immigration, ces rafles-là, c'est entre guillemets rafles-là, si je reprends le terme, en tout cas ces persécutions et ces arrestations à foison basées évidemment sur des mots d'ordre islamophobes et racistes. On se rappelle que, en fait, je cite une formule de notre frère Mahdi qui donne cette expression « ce monde ne nous appartient pas ». Et nous le dit souvent, rappelez-vous, ce monde ne nous appartient pas. Évidemment, ce système occidental, basé sur le colonialisme, basé sur l'impérialisme, il est à ses fondements islamophobe et raciste. On a devant nous une islamophobie systématique, systématisée, institutionnelle, présente partout. Et donc, quand on dit ça, la France, évidemment, est championne dans ce champ, mais c'est bien à l'international qu'ont lieu des guerres islamophobes et que, effectivement, des enfants sont déjà tués. Car quand des enfants meurent, c'est nos enfants qui meurent. Quand des enfants sont tués parce qu'ils sont musulmans, c'est nos enfants qui meurent déjà. Et il n'y a pas eu de question de les envoyer aux guerres ou pas. Ils se vont juste bombarder constamment. Évidemment, quand je dis ça, vous savez que je fais référence à l'âme de nos âmes, d'une certaine manière, la Palestine, où depuis 2 ans, mais en fait bien plus longtemps que ça, les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les hommes palestiniens sont bombardés, sont tués, massacrés. Et je veux vraiment souligner avec force ici, devant cette assemblée, si on n'a pas compris que les massacres qui se jouent là-bas sont basés sur une idéologie islamophobe, c'est qu'on n'a pas vu le cœur du problème. L'islamophobie, il faut la voir comme un continuum. Et ce qui se passe en Palestine, c'est le degré le plus extrême de l'atrocité de ce qu'on peut faire subir à des musulmans. Et en France, évidemment, on n'est pas à ce degré-là, mais on est sur ce continuum. On est sur des expressions qui relèvent d'une même vision, une même idéologie. Considérer le musulman comme une menace existentielle. On parle de la Palestine, évidemment, il faut aussi citer, puisqu'on est dans cette ère génocidaire contre les musulmans, les Ouïghours et les Rohingyas que malheureusement on oublie, on en a beaucoup parlé mais on ne les cite plus trop, il faut le rappeler avec force. Ces minorités musulmanes dans les pays qui sont persécutés, enfermés dans des camps, assignés pour ce qu'ils sont. Et évidemment, il faut citer le Congo, le Soudan, il faut citer la Libye, l'Égypte, il faut citer la Jordanie, le Yémen. Il faut vraiment qu'on garde en tête que ces guerres, elles ont un prisme islamophobe. Et donc, dans ce cadre-là, on revient à ce qu'on disait, cette appréhension qui se pose maintenant avec le contexte notamment donc, chez les femmes blanches. En fait, nous, femmes musulmanes, cette appréhension, on l'a tout le temps. Quand nos mères, pour revenir au cas français, aujourd'hui, quand nos mères voient leurs enfants, leurs fils, leurs frères, leurs maris sortir le matin et se poser la question de « est-ce qu'il rentrera ce soir ? Est-ce qu'il rentrera ce soir vivant ?» On est déjà dans cet état de guerre quasi permanent. Donc, évidemment, cette appréhension, elle est compréhensible. Évidemment qu'on s'inquiète quand on parle de front de guerre qui semble plus proche. Mais il faut avoir en tête, et là je m'adresse évidemment, j'ai dit femmes blanches, femmes de classe populaire, vous me comprenez, il faut avoir en tête ces réalités. Il y a déjà des personnes qui vivent cette réalité-là. Et si on ne reconnaît pas ça, on prend le risque de laisser faire, voire de reproduire ces phénomènes islamophobes et racistes, et d'une certaine manière de rentrer dans cette dualité, et je m'arrêterai là, que Aimé Césaire citait déjà dans le discours sur le colonialisme, quand il disait « ce qu'il ne pardonne pas aux nazis, ce n'est pas le crime en soi, ce n'est pas le crime
contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, mais c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation contre l'homme blanc et le fait d'avoir reproduit des procédés colonialistes en Europe, donc, alors que ces procédés étaient déjà subis par les Arabes d'Algérie, les Koulis d'Inde et les Négros d'Afrique. Alors d'abord, je voudrais remercier Parole d'honneur pour nous avoir invités. C'est la première intervention publique de la coordination et je crois que c'est très important que ce soit ici. Et si j'ai voulu que ça soit pas seulement moi, mais aussi ma jeune sœur, c'est parce que je pense que ça répond parfaitement à la question posée par le débat en ce qui nous concerne. Et à vrai dire, j'en suis désolée pour les féministes libérales, mais nous, on s'appelle Coordination féminine. Et si ça avait été un jeune frère, ça aurait répondu exactement de la même manière. Oui, depuis des générations, ce que nous sommes contraintes de faire par la guerre qui nous est faite, c'est de fabriquer des guerrières, et parmi les plus magnifiques qui le soient, comme chacun peut le voir. Moi, j'ai été fabriquée évidemment par la guerre d'Algérie, puisque mon père a été longtemps à Creil après cette guerre-là, qui faisait partie de ces enfants de l'après-guerre qui était censé être terminée. Et à Creil, il avait un maître d'école qui, pendant 2 ans, n'a jamais parlé aux petits Algériens ou aux enfants d'Algériens. La première expérience familiale de la paix en France, c'est celle-là, c'est l'assignation au silence, tout simplement. Et la deuxième expérience, elle concerne aussi Creil, puisque moi je suis l'inverse, c'est ce qu'ils exigent de nous, c'est-à-dire au départ une bonne élève de la République, qui d'un coup, en 1989, voit son papa sur la couverture de tous les journaux, désigné comme l'ennemi intérieur, et puis 2 petites filles comme elle, qui elles aussi sont l'ennemi intérieur, la famille. Et avant de participer à ce débat, certaines sœurs étaient inquiètes, évidemment, du fait que ça reproduit les assignations qui nous sont faites. C'est-à-dire que quand on pense femmes musulmanes, effectivement, on pense à la pondeuse de petits guerriers qui va menacer la France et tout l'Occident. Moi, je pense que les islamophobes n'ont pas tort sur tout et que la réalité qu'ils décrivent, elle existe. Après, ce qui compte, c'est effectivement le narratif qu'il y a à construire autour. Et évidemment, si c'est l'image de la mère qui est centrale dans leur dénonciation, c'est parce que nous sommes la transmission de cette mémoire qui ne se perd pas, de cette angoisse qui reste depuis notre plus jeune âge et qui nous dit la vérité sur ce monde, cette vérité qu'on nous cache en Occident, c'est-à-dire que la guerre n'a absolument jamais cessé, à part dans de petits espaces où elle se reproduit de toute façon en interne. Après, ça ne veut pas dire que ce discours-là nous place forcément en opposition à ce qui se passe réellement aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre qui est en train de rattraper tout le monde ici, et en tout cas aussi les femmes blanches des classes populaires, aussi la gauche. Parce que l'islamophobie, ça n'est pas une diversion, c'est un système, et que ce dont a parlé ma jeune sœur, l'état d'urgence depuis 2015, le retour du vrai visage de la Ve République, qui n'est pas la République, là, comme aiment le dire les fanatiques laïcs qui ont leur propre religion. La Ve République, c'est le fruit de la réflexion sur la nécessité de mener une contre-insurrection face à la décolonisation, et une contre-insurrection qui se devait d'oublier immédiatement la démocratie. C'est exactement le visage qu'elle nous montre aujourd'hui. Nous, elle nous le montre depuis des décennies. Elle n'a jamais cessé de le montrer, mais avec une accentuation depuis 2015. Aujourd'hui, elle le montre à tout le monde. Elle le montre à la France insoumise, elle le montre à l'ensemble des mouvements sociaux, elle le montre depuis 2018 aux camarades des Gilets jaunes à qui on a crevé les yeux. Et je voudrais en profiter, puisque nous sommes toujours en guerre et que c'est toujours l'urgence, pour saluer le camarade Richie Thibault, qui s'est fait arrêter hier pour avoir dénoncé
en tant que descendant de personnes génocidées, un autre génocide qui a été arrêté par des hommes cagoulés parce qu'il a dit le mot Palestine, parce qu'il a dit le mot Palestine et qu'il a appelé à la résistance par rapport à un génocide en cours. C'est pour ça qu'il est actuellement en garde à vue. Ce qui montre bien que ce qui nous arrive là, c'est ce qu'on pensait un détail de l'histoire, c'est-à-dire l'islamophobie, et plus spécifiquement celle qui touche les femmes, et puis qui devient la normalité globale face à toute opposition au système qui nous fait face. Et je voudrais finir, parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps, par saluer les petites sœurs de Chalon-sur-Saône, de Libawet. Il ne se passe pas que des choses à Paris. Aujourd'hui, pour moi, la capitale de la guerre en cours, c'est Chalon-sur-Saône, et un maire, Gilles Platret, qui est très souvent sur CNews, qui, face à une manifestation démocratique samedi dernier, notamment de sœurs qui exigent simplement un droit, celui de figurer sur des listes électorales, celui de se présenter aux élections et celui d'être élu, a pris un arrêté municipal visant à les exclure des conseils municipaux à partir du moment où elles portent un signe religieux. Il y a eu cette manifestation qui a été très réussie, et le lundi, il a déclaré ouverte la chasse aux islamistes. Alors, islamiste, c'est bien, il n'y a pas besoin d'inclusive avec islamiste. En l'occurrence, ce mot dénonce mes sœurs, mais dénonce aussi celles et ceux de la gauche de rupture qui sont à leur côté. La guerre est déclarée, on saura leur répondre tranquillement, pacifiquement, mais avec notre force ensemble. Une seconde, je rappelle juste qu'ils sont dans la coordination. Avant de passer le micro, je me permets, vu que j'ai eu 10 secondes là, donc dans cette coordination, je voudrais quand même que les sœurs qui n'ont pas pu être là malheureusement soient mentionnées. Donc le Parti des indigènes de la République fait partie de cette coordination, Génération EDR, UMA qui est dans la salle je crois, Libawet, Khalas les clichés, Nouveau Parti anticapitaliste, Perspective musulmane, voilà, désolée si j'en oublie, mais voilà, je vous invite. Et Ligne de Crête, mais t'es là, il te voit. Voilà. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas forcément rebondir sur les prises de parole qui ont été faites. Moi, j'ai préparé un texte qui ne répond pas non plus à la question qui a été posée. Voilà, c'est comme ça, mais qui répond à celle d'après de questions. Mais comme on m'a invité sur cette table, sûrement parce que je suis membre du mouvement des mères isolées et qu'on avait envie que je parle de mes enfants, moi, je vais plutôt parler de la riposte féministe contre l'agenda guerrier, donc de ma place de militante féministe. Et voilà, donc je me présente, Agnès Aoudaï, coprésidente du mouvement des mères isolées, militante syndicale à France Travail et féministe. Je fais ça va être un peu chiant peut-être, je suis désolée, peut-être ça va être un petit tunnel, je m'en excuse, voilà. J'aime pas trop lire les textes en plus, mais je voudrais vraiment me concentrer sur ce qu'on a décidé de dire. Alors, le féminisme n'est pas un bloc homogène, et nous n'allons pas nous mentir ici, entre nous. Il est traversé par de nombreuses tensions. Il existe pourtant des féministes qui sont déjà dans l'agenda guerrier, qui l'ont déjà en tête, et qui se battent contre la guerre sociale, et la guerre dans laquelle Macron aimerait toutes et tous nous envoyer. J'ai entendu des vidéos qui présentaient l'événement, et dans une des vidéos, la question suivante a été posée. Où étaient les féministes contre le génocide à Gaza? Je vais vous répondre très clairement. On était là. On est encore là et on sera encore là. Ça n'a pas été un grand mouvement de masse, pas des millions de personnes dans la rue malheureusement, mais pour notre part, en tant que féministes, antiracistes, nous étions là. Depuis octobre 2023, nous sommes en première ligne. En octobre 2023, nous préparions la manifestation féministe du 25 novembre, en interorga, avec nous toutes et une quinzaine d'autres collectifs. Nous avons discuté très longuement de la place
de la Palestine et de la place qu'elle devait avoir dans les manifestations féministes. Beaucoup n'étaient pas prêtes, mais nous étions quand même assez nombreuses à nous battre pour que la Palestine soit au cœur des cortèges. Nous l'avons fait parce qu'on ne peut pas se battre ici en détournant les yeux de ce qui se passe ailleurs. Quand un peuple est assassiné, quand un génocide se déroule sous nos yeux, avec la complicité des chefs d'État du monde entier, dont la France. Quand en France, celles et ceux qui prennent position sont traités d'antisémites, y compris par une partie de la gauche, des féministes sont là. Oui, sortir de sa zone de confort a été difficile pour certaines, mais des collectifs ont tenu, des militantes ont résisté et se sont battues. Certaines ont aussi rejoint le camp adverse. Une partie du mouvement féministe continue aujourd'hui de nous freiner. Oui, nos camarades ont subi l'islamophobie, le racisme, des attaques de la part de féministes blanches et bourgeoises. J'ai vu des camarades censurés, mis à l'écart. J'ai vu des camarades pleurer. En tant que juive, séfarade, j'ai bénéficié d'une forme d'impunité que mes amis, mes camarades n'avaient pas. J'ai essayé de tenir bon avec elles, de les soutenir. J'ai aussi été attaquée violemment sur mes propos par une partie de ma famille, mais aussi par une partie de militants de la gauche coloniale. Mon nom, les noms de certaines de mes camarades ont été cités dans la presse, et certainement pas pour nous envoyer des fleurs. Mais nous étions là. Nous combattons aussi, y compris depuis le mouvement féministe, les féministes libérales, mais nous les combattons au même titre que nous combattons les logiques politiques impérialistes. Bien sûr que celles et ceux qui utilisent le féminisme pour protéger la bourgeoisie et les classes dominantes participent à semer le trouble dans le contexte politique que l'on connaît. Des liens ont été rompus, définitivement, et tant mieux. Il n'empêche que des féministes sont capables d'impulsion. Nous sommes aussi capables d'aller plus loin que beaucoup d'autres organisations. Et nous continuons de nous battre contre la censure que la classe politique veut nous imposer. Nous avons participé à la coalition féministe contre l'armement et pour la fin du génocide, qui a réuni des centaines de signataires, dont nous toutes. La Relève féministe, Stop Arming Israël, l'AG féministe, Paris-Banlieue, devenu le CLAF. Nous avons organisé plusieurs manifestations et rassemblements à Paris, à Lyon, à Marseille. On s'est senti seul quand on se fait réprimer par la police, quand on a été menacé à l'Assemblée nationale par Aurore Berger, quand la police de Macron nous impose Némésis et nous vivrons dans nos manifestations. Le mouvement féministe est traversé par les mêmes tensions politiques que toute la société. Il y a celles qui veulent affronter Macron et celles qui sont prêtes à le protéger, et qui parlent d'unité, alors que cela se fait au détriment des minorités racisées et des personnes précaires. On va prendre l'exemple du Parti socialiste, qui prétend qu'en sauvant le gouvernement, il ferait reculer l'extrême droite. On pense exactement l'inverse. En sauvant Macron et ses budgets, le Parti socialiste voudrait nous faire croire qu'il va sauver la France et empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Le seul moyen de faire reculer l'extrême droite, c'est une rupture claire avec les politiques de Macron qui répondent déjà à un agenda d'extrême droite. Dans la même veine, le 8 mars, au nom des droits des femmes, le CNDF, grève féministe, peu importe le nom, qui réunit aussi Sud, FSU, CGT, et d'autres, appellent à lutter contre l'extrême droite et à une grève du travail domestique et de la consommation. Nous sommes 2 millions de mères isolées en France. Près d'1 million vivent sous le seuil de pauvreté. Nous faisons déjà tous les jours la grève de la consommation. Des enfants dorment dans la rue. On prépare l'envoi de nos enfants à la guerre. Et voilà l'appel du 8 mars. Nous, le 8 mars, nous appelons à une grande manifestation féministe contre la guerre. Au mouvement des mères isolées, nous ne sommes pas de celles-là. Nous n'avons aucune hypocrisie. Nous ne discutons plus avec celles qui appellent à la grève de la consommation ou du travail domestique. Toutes les attaques de Macron et avec lui de Hollande, nous les subissons de plein fouet, comme l'ensemble des travailleuses, des travailleurs et des personnes précaires. Notre féministe se bat contre toutes les oppressions, pour la libération des corps et des terres. Nous savons ce qui se prépare en France et nous n'enverrons pas nos enfants à la guerre. Avec notre association, nous nous sommes battus et nous nous battons encore contre la loi plein emploi et les 15 heures d'activité obligatoire pour les allocataires du RSA. C'est une guerre sociale que Macron nous a déclarée. Nous avons organisé des rassemblements devant France Travail. Nous avons attaqué l'État contre le Conseil d'État.
Mais pendant que nous menons ces combats contre la guerre sociale, contre le génocide en Palestine, contre l'armement d'Israël par la France, contre l'explosion du budget militaire, aujourd'hui, on ne se demande pas où sont les syndicalistes. On se demande où sont les directions des confédérations syndicales. On doit regarder en bas, celles et ceux qui se battent, les soutenir. On doit être avec les féministes qui bataillent, les syndicalistes qui se bagarrent, avec les plus précaires, les militants qui se battent contre la loi RSA et contre toutes les réformes de Macron et de ses gouvernements. À France Travail, nous subissons une répression sans précédent, des conditions de travail dégradées. Aujourd'hui, une task force est lancée pour recruter massivement dans l'armée, en région PACA, 10 000 personnes. Et pourtant, il y a des directions syndicales qui freinent encore toutes les mobilisations, y compris contre l'ensemble des salariés. Alors que nos enfants s'inscrivent sur Parcoursup, alors que 70 000 bacheliers et bachelières se retrouveront sans place, c'est dans notre chair que nous ressentons cette violence. Nous n'enverrons pas nos enfants à l'armée. Nos vies sont marquées par les guerres et les exils. Il y a une semaine, nous étions à une assemblée débat, femmes et minorités de genre contre la guerre, avec plus de 150 participantes et participants. Nous avons vu que nos combats allaient dans le même sens. Fermer des classes défense, soutenir une collègue attaquée pour avoir mis un calot, bloquer le salon de l'armement. Le 21 juin dernier, nous étions au Bourget, contre le salon de l'armement. Le 5 octobre, au Dôme de Paris, à un meeting international contre la guerre, réunissant plus de 4000 personnes. Le 20 juin, une délégation internationale de militants politiques, syndicalistes européens et états-uniens appelle à un grand meeting à Londres, déjà soutenu par de grands syndicats britanniques. Nous y serons aussi. Pour nous, on ne peut pas parler des violences de genre sans parler des violences racistes, sociales, des violences d'État. Notre féminisme n'est pas en dehors des rapports de classe et de race. Il n'est pas non plus en dehors des luttes du travail et du mouvement ouvrier. Nous avons besoin de faire front, de faire force, de nous réunir sur des bases claires, non à la guerre sociale, non à la militarisation de la jeunesse. Nos enfants ne seront pas la chair à canon de Macron. Bonjour, salam alaikum. Donc, Isabelle Kodja, cofondatrice du collectif de défense des jeunes du Mantois. Et donc, je vais revenir sur cet événement qui a permis la constitution d'un collectif de mères à Mantes-la-Jolie. Si on pouvait qualifier ce qui s'est passé le 6 décembre 2018 à Mantes-la-Jolie, on pourrait aujourd'hui on pourrait tenter de faire l'anatomie d'une classe qui ne se tient pas sage. Donc je vais revenir brièvement sur l'affaire de Mantes-la-Jolie. L'affaire de Mantes-la-Jolie, c'est 151 lycéens mis à genoux par la police, c'était le 6 décembre 2018. Et il y a quelques jours, au sein de l'Assemblée, avait lieu la niche parlementaire des droites, portée par Wauquiez. Je tiens ici à féliciter les députés insoumis qui ont réussi à faire tomber l'ordre du jour, parce qu'il était question ce jour-là de débattre notamment sur la présomption de légitime défense des forces de l'ordre. Et le ministre de l'Intérieur, Nunez, pour conclure la journée, il était revenu sur l'événement de Mantes-la-Jolie, après l'intervention de notre député, Benjamin Lucas, donc député de la 8e circonscription des Yvelines, en disant que les enfants de Mantes-la-Jolie n'avaient subi aucune maltraitance ce jour-là et que l'interpellation avait été faite dans les règles. Donc l'affaire de Mantes-la-Jolie, c'est l'anatomie d'une classe qui ne se tient pas sage. Pour ces enfants des quartiers populaires, ces enfants descendants de l'immigration postcoloniale, ces enfants de pauvres, ces enfants de prolos, la violence est multiple et systémique. Ce n'est pas seulement la police qui réprime, mais l'ensemble des institutions de la République qui produisent de la maltraitance. C'est une espèce de continuum de violence. L'école qui livre nos enfants aux forces de l'ordre, la police qui les réprime, et pas uniquement le 6 décembre, c'est-à-dire que le rapport police-jeunesse dans les quartiers, notamment dans les cités dites de l'immigration postcoloniale, est un rapport quotidien. C'est-à-dire que nos enfants, dès la maternelle, ils ont comme ça un paysage qui est marqué par une présence, ou une forte présence en tout cas, des
des forces de l'ordre. Et ça se poursuit jusqu'au l'école primaire, le collège, le lycée. Donc le classement sans suite de l'IJPN en 2019, ça a été pour nous une décision politique. Mais nous, mères musulmanes, mères descendantes de l'immigration postcoloniale, mais pas que, nous avons maintenu l'exigence de justice depuis 7 ans. Mais cela a demandé des ressources. Et c'est là que l'État racial intégral, l'État libéral, connaît nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on parle d'une population qui, pour reprendre un peu Bourdieu, a un capital capital culturel dit amoindri, capital social amoindri, capital économique amoindri. Et tout ça, c'est des volontés politiques, de nous maintenir dans une forme de ségrégation qui est à la fois sociale et spatiale et raciale. Donc à l'époque, face à ce dispositif qui était finalement un dispositif d'État, nous, maires, on avait refusé d'être des sujets politiques subalternes. On avait à ce moment-là politisé nos douleurs et on est sorti de cette place assignée par le capital qui était uniquement le travail de la reproduction. Nous avons transformé des traumatismes individuels en combats collectifs pour la dignité. Nous résistons à leur violence, à la militarisation, à ces dispositifs horribles comme les classes défense, le SNU. Et donc là, je lâche mes notes, parce que je vais partir un peu en... Et donc, tous ces dispositifs qui ne sont pas nouveaux. On a beaucoup parlé du SNU il y a 4-5 ans, mais il faut savoir en fait que la première classe défense, et je vais vous donner la définition de ce qu'est une classe défense, a été mise en place en 2005. Donc les classes défense, c'est des classes de collège, des classes de troisième, dans des établissements qui sont, vous vous doutez bien, situés en banlieue. Ou des établissements des établissements classés en REP ou en ZEP, en zone d'éducation prioritaire. Donc cette question à laquelle on pourrait répondre, enfin il pourrait y avoir seulement une ébauche de réponse, c'est que ce qui s'est passé le 6 décembre 2018 à Mantes-la-Jolie était un continuum de violences finalement en fait qui se transmettent et qui sont subies par des générations entières, c'est-à-dire nos parents. Moi, je suis d'origine algérienne, donc mes grands-parents avant moi, mon père après moi, et ensuite il y a eu mes frères. Et souvent, toujours, ce sont les jeunes hommes arabes ou les jeunes hommes noirs qui sont désignés en fait par la France comme étant des ennemis de l'intérieur. Donc très vite, on leur apprend ou on leur fait subir ce que Fanon appelait un langage de pure violence. Et cette interpellation, le 6 décembre 2018, qui était une espèce de mise en scène macabre, et dans cette posture que ces enfants ont vu dans des manuels scolaires, et il y a un imaginaire comme ça qui surgit, et finalement, en fait, qui transpose une histoire et qui la ramène au présent. Donc, il n'y a jamais eu réellement en fait de décolonisation. Elle est toujours présente, elle est omniprésente, et puis elle se matérialise, comme je disais tout à l'heure, sur les rapports police-jeunesse, etc. Et donc, avec cette volonté aujourd'hui de la Macronie, mais de ceux qui lui ont précédé, il y a beaucoup de choses qui ont été rappelées tout à l'heure, les couvre-feux, etc., après les émeutes de 2005, c'est d'amener toute la population française à la guerre, l'habituer à la guerre, celles qui sont symboliques ici à l'intérieur de nos frontières, mais celles qui se jouent à nos frontières, en Palestine et ailleurs, partout finalement en fait où l'Occident tente de faire maintenir comme ça le capitalisme à tout prix. Et sur la gestion du corps et de l'esprit de nos enfants, il y a une politique de la gestion du corps des enfants descendants de l'immigration coloniale, parce qu'on voit ces enfants-là, on les voit finalement en fait non pas comme des enfants, mais comme des êtres barbares, des êtres violents, des petits êtres qu'il faudrait absolument contenir. Et du coup, pour pouvoir les contenir, en fait, nos enfants ils font face à une espèce de triptyque comme ça, qui sont d'abord les violences policières. Il y a celles qui causent la mort, et il y a celles qui mutilent, il y a celles qui abîment. Et
et on finit par la dernière partie du triptyque qui sont les violences carcérales. Moi, concernant la guerre, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas y avoir de féminisme sans un féminisme qui lutte contre la guerre, contre toutes les guerres. Et j'ai presque comme ça envie de définir ce féminisme qui serait presque un féminisme révolutionnaire, qui irait au-delà de ce que, disons, l'État, et je parle vraiment d'ici, enfin, de la France, hein, de ce que l'État en fait voudrait faire de nous, mères indigènes, et encore une fois, pas que, mères prolo, qu'on puisse en fait fournir aux États libéraux, au bloc bourgeois, une jeunesse en fait qui serait à la fois capable de subir, mais d'exécuter. Et les différents dispositifs qui sont mis aujourd'hui en place, donc au-delà des classes défense et du SNU, il y a des partenariats qui sont de plus en plus étroits entre l'éducation nationale et le ministère des Armées, le ministère de la Défense. On a aussi les missions locales qui développent des contrats aussi avec le ministère des Armées. Et ça, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire qu'on nous prépare à une guerre, mais c'est surtout leur guerre. Et c'est ici que moi, je vais parler pas en tant que femme, je vais parler en tant que mère d'abord. En tant que mère et en tant que fille en arabe, on dit قبل ما يقولوا مرت من يقولوا بنت من. Avant de dire de qui est-elle la femme, de qui est-elle la fille. Et moi, je tente de me construire avec tout ce bagage, en fait, que d'être la fille, la petite fille, l'arrière-petite-fille de militants pour la libération de l'Algérie. Et aujourd'hui, en fait, on doit vraiment, en tant que mère d'abord, en tant que femme surtout, lutter contre la guerre, contre toutes les guerres, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient à l'intérieur de nos frontières ou à l'extérieur de nos frontières. Merci, bonjour. Moi aussi, j'avais beaucoup de difficultés avec cette invitation, donc je suis vraiment très honorée, mais je ne comprenais pas jusqu'à quel point j'étais légitime à parler dans cette table ronde, car je suis blanche et je ne suis pas musulmane, et donc je ne subis pas l'islamophobie, et je ne suis pas mère. Donc, mais bon, je me suis dit, avec la confiance militante, on m'a invité, merci beaucoup, et peut-être qu'il y a un lien que je ne suis pas arrivée à comprendre. En plus, hier j'étais là et tout le monde avait écrit, lorsque moi je pensais que c'était une table ronde, donc j'ai écrit, en revanche c'est une table ronde. Donc, voilà, mais bon, à l'aise dans le malaise, je suis habituée. Donc après, je me suis... Bon. Après, je me suis rappelé que je suis une enseignante. Donc, je prends la parole aujourd'hui comme enseignante universitaire, c'est-à-dire comme une personne qui a affaire avec les jeunes, à qui s'adresse le projet de militarisation sociale en cours. L'université accueille les jeunes entre 17 et 25 ans, c'est-à-dire la tranche d'âge du programme EPID, d'établissement pour l'insertion de l'emploi, et du service militaire volontaire, deux dispositifs de l'État français de renforcement du nationalisme et de production du corps de l'armée. Est-ce que ces jeunes 17-25 sont les mêmes 17-25 qui s'inscrivent à l'université? En principe, non, car le programme s'adresse principalement aux jeunes sans diplôme. Sauf qu'au diplôme, il faut bien y arriver. Alors, on commence du début. Les étudiants arrivent aux premières années de licence à partir de Parcoursup, la plateforme de candidature. Et elles ont préparé leur dossier, fait leurs multiples vœux qui devraient augmenter les chances d'acceptation. Parcoursup a été introduit en 2018. À l'époque, on était plusieurs à faire objection, c'est-à-dire à refuser de participer au jury de sélection. On a fait aussi grève, rien n'a servi.
Derrière la façade de méritocratie, on sait très bien que Parcoursup est un dispositif élitiste de sélection. C'est pas un secret que quand tu es accompagné par tes parents qui connaissent le système, qui parfois en font partie, quand tu as un parcours de scolarisation privilégié, tu es suivi par tes enseignants qui t'encouragent et qui préparent le dossier avec toi, tes chances de pouvoir accéder à la formation que tu souhaites augmentent de façon exponentielle. On était plusieurs à constater que souvent, les étudiants issus des classes populaires et les racisés accèdent, oui, à l'université, mais aux licences, un dernier choix de leur liste. En licence de géo, il y avait beaucoup d'étudiants racisés. Moi et ma collègue et camarade Émilie Vinet, nous avons demandé alors à certaines qui ne paraissent pas très fans de la discipline pourquoi elles avaient choisi une licence de géographie. Réponse: ce n'était pas forcément la géographie qui leur intéressait. C'était dans leur liste, oui, souvent à la dernière place, car licence pas très demandée, mais c'était à la Sorbonne. Ce qui avait pesé sur leur choix était le nom Sorbonne, un nom qui évoque réussite et considération sociale. À la rentrée du deuxième année, plusieurs étudiants disparaissent. Dans un contexte néolibéral, centré sur l'idéal de la réussite, beaucoup d'étudiants qui arrivent à la fac intègrent un dispositif qui programme leur échec. Après 13 ans d'enseignement en France, j'ai tiré la conclusion que l'échec des étudiants de classes populaires et des racisés est un projet politique. Pas difficile d'imaginer que ces 17-25 universitaires sont susceptibles d'intégrer les 17-25 auxquels l'État promet une future brillante dans l'armée, et avec en plus une entrée entre 344 et 740 euros par mois, c'est-à-dire comme au plus d'une bourse d'études. Dans des universités bastions de colonialité, où les savoirs dominants sont blancs et coloniaux, l'exclusion s'est faite au nom de la méritocratie, mot-clé du libéralisme universitaire et du capitalisme. Les normes académiques, l'usage élitiste de la langue française, les méthodes d'évaluation discriminantes comme la dissertation, la non-prise en compte de la diversité religieuse et sociale produit un sentiment d'inadéquation. Cela est plus fort pour les étudiants qui n'intègrent pas la fac avec le capital social ou culturel nécessaire pour répondre à la normativité universitaire. Injonction à effacer ses compétences, son parcours, les langues parlées en famille, obligation à apprendre de façon frontale dans des cours où ils ont quasiment toujours en face de soi une personne blanche et donc possibilité d'avoir référence en commun, tu rêves. Difficile aussi de se projeter. Comment penser que toi aussi, pourquoi pas, tu pourras devenir professeur universitaire un jour si tu veux? Comment être à l'aise avec des profs que, rien de nouveau, s'ils te méprisent car tu portes un voile et qui te collent des stéréotypes bien loin de ta vie réelle? C'est en alimentant tout cela que l'université aujourd'hui devient une machine de production de la frustration, du manque de perspective, et c'est le faisant ouvre grand la porte à la propagande militaire et nationaliste. Je pense que dans ce contexte, être enseignante féministe décoloniale signifie prendre la responsabilité et s'engager, entre autres, pour réinjecter le désir dans l'apprentissage. Nous devons agir concrètement en visibilisant ce qui est caché ou minimisé. La fatigue immense que la charge raciale et sociale provoque chez les étudiants concernés et ses conséquences dans leur étude. Car la fatigue efface ta passion et ce n'est pas ta faute. Être enseignant féministe décolonial signifie utiliser son propre rôle d'enseignante pour créer des espaces d'énonciation des oppressions systémiques, où les étudiants concernés peuvent apprendre à mettre en perspective leur expérience. Car comprendre que ce que tu vives de façon individuelle est en réalité systémique peut contribuer à changer la donne, passer de la détresse et du doute de soi à l'empoivrement. Être enseignant féministe décolonial, transformer les salles de classe, lieu d'injonction à l'exercice des rapports du pouvoir, en des ZAT, des zones autonomes temporaires, espace de suspension des normes dominantes, ou renverser les hiérarchies entre savoirs dominants et minorisés. Voilà la mission de la rabat-joie féministe de Sarah Ahmed dans l'institution universitaire. C'est là que, pour moi, la politique du positionnement du savoir situé prend son sens.
Devant un féminisme libéral qui a transformé la pratique de partir de soi en développement personnel, nous positionner à l'université peut devenir une pratique de hackérage du système universitaire. Quand tu commences ton cours en te présentant d'abord comme enseignante blanche, tu peux participer à combattre la blindness de la blanchité. Prononcer le terme queer féministe, en référence à soi-même, te situe dans une généalogie d'oppression, mais aussi de résistance, de réappropriation de la honte. Te présenter comme personne non valide signifie rendre possible penser à des espaces où le validisme est contesté, où les maladies invisibles comme la tienne sont visibilisées. Dire que tu viens d'une famille prolétaire signifie nommer la classe. Présenter ton programme comme un savoir situé en nommant la décolonialité, l'islamophobie, le colonialisme d'Israël en Palestine et français en Kanaki signifie d'une part prendre position contre la fascisation de l'université, de l'autre côté, légitimer l'existence de ces oppressions que l'État nie. La pratique du positionnement devient alors un acte politique, une action de rupture de l'injonction à la neutralité, de désobéissance, de soustraction, comme dirait Sarah Ahmed, et contribue au projet du féminisme décolonial dans sa déclinaison universitaire. Trahir la classe académique, détruire l'université, créer la pluriversité. Être enseignante féministe blanche décoloniale en temps de fémonationalisme et d'agenda guerrière est savoir que ce n'est pas ton corps, mais ta salle de classe le champ de bataille. Il ne s'agit plus d'installer le virus pour hacker le système, mais de devenir toi-même le virus. Écrire à Amon Grossfogel en 2016, l'éthique décoloniale signifie remettre en question les privilèges dont bénéficient les universitaires. Nous avons besoin d'intellectuels militants qui critiquent l'état des choses et portent en avant une bataille politique. Il est nécessaire que ceux qui jouissent déjà d'un statut dans le monde universitaire, qui sont reconnus et ne mettent pas en péril leur poste, participent activement à ces luttes. Ces mots résonnent aujourd'hui dans un système universitaire qui alimente l'industrie de la guerre et des génocides, à travers les partenariats avec, parmi les autres, Thales ou Safran, qui garde ses collaborations avec les universités israéliennes, qui ose mobiliser le lexique des libertés académiques, tout en n'ayant jamais condamné de manière ferme le génocide en Palestine, qui a fait de 2 poids, 2 mesures son drapeau, facilitant l'accueil des universitaires et étudiantes ukrainiennes, tout en restant silencieuse face au ministère et au consulat de France à Jérusalem, qui a complexifié et durci les procédures de demande de visa étudiants pour les Palestiniens, qui a condamné le boycott des institutions israéliennes en prenant comme argument l'idéologie et la propagande plutôt que le droit international et la littérature scientifique. Cette disqualification des savoirs sur la Palestine a été d'autant plus facile qu'ils ne sont pas reconnus comme des savoirs, car ils sont produits par des sujets parias, des sujets qui, comme le souligne l'anthropologue italo-palestinienne Ruba Salih, ne peuvent pas parler et qui, lorsqu'elles parlent, ne sont pas entendus parce qu'ils sont racisés, parce qu'elles sont palestiniennes. Alors, je demande à la communauté universitaire, au président des universités françaises, comment pouvez-vous continuer à invoquer les valeurs de la liberté académique quand depuis le 7 octobre, vous avez clairement choisi votre camp et vous avez eu l'arrogance de l'appeler neutralité? Vous voir participer au mouvement Stand Up for Science pour les chercheuses américaines contre les politiques de Trump, sans jamais vous entendre avoir un mot pour les collègues palestiniens, ne fait pas de vous des défenseurs de la liberté académique, mais des reproducteurs et des productrices des schémas coloniaux. En vous mettant stand-up pour la science occidentale, vous avez montré que le colonialisme ne concerne pas le passé, mais il reste enraciné dans le présent. Vous vous êtes mise stand-up for white science. Dans ce contexte, les mots de Grossfogel résonnent alors comme une proposition de passage à l'action, de mobilisation des privilèges. Car quand tu as un privilège, tu peux aussi chercher à le détourner. Si c'est vrai, comme disait Audre Lorde, qu'on ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître, si tu as accès à sa boîte à outils, tu peux lui tirer à la gueule. Stefano Arney et Fred Moten, dans le sous-commune, vont dans cette direction et nous invitent à reconnaître et à prendre part aux communautés marron de l'université.
Des communautés fugitives d'études qui existent non pas dans les salles de classe, mais dans les sous-sols des bâtiments, non pas grâce à l'université, mais malgré elle. Je les cite. La seule relation possible à l'université aujourd'hui est une relation criminelle. Dans de telles conditions, on ne peut que se faufiler dans l'université et y voler tout ce qu'on peut. Abuser de son hospitalité, contrarier sa mission, être dans, mais pas de. Voilà le schéma de l'intellectuel subversif au sein de l'université moderne. C'est avec cet esprit qu'est né le collectif universitaire avec Gaza, pour combattre et agir dedans et dehors de l'université, pour rompre le silence, pour agir de façon concrète en soutenant les étudiants palestiniens dans le montage de leur dossier pour venir étudier en France, en dénonçant la complicité du gouvernement et son inertie comme projet politique de racisme anti-palestinien bien en lien avec l'agenda islamophobe française. Parce que d'antagonize, organise, collectivement. Organise des espaces où soigner collectivement nos blessures, comme le propose Bellux, ou faire circuler des savoirs pour la lutte et renforcer nos relations d'affect capables de nourrir et soutenir notre résistance collective. Si la Palestine est la boussole de nos luttes politiques et féministes, elle a permis de rendre plus que jamais manifeste l'obsolescence de nos universités. Les universités sont appelées aujourd'hui à combattre la colonialité des savoirs qui favorise le maintien du status quo et contribue à renforcer ce que Mark Fisher appelle le réalisme capitaliste. Si le réalisme capitaliste tue notre imaginaire et empêche de voir des alternatives au capitalisme, le réalisme universitaire nous empêche de penser que les universités peuvent devenir des lieux de radicalité, c'est-à-dire des lieux où il est possible d'aller chercher collectivement les racines des injustices, où les savoirs peuvent être des outils d'émancipation et non de pouvoir, où l'autorité des figures d'enseignement et de recherche se transforme en responsabilité et non en privilège. Omar Al-Soumi, dans son livre « Enfants de Palestine », affirme « Le commun le plus précieux pour nous est la connaissance. Elle n'est pas cette série de spécialités fragmentées. Elle est ce qui relie, ce qui unit les divers. Notre université de la Palestine libre ne dépose pas de brevet. Elle est ouverte et gratuite. Elle associe le paysan et la chercheuse dans un programme de recherche où le beau, le vivant et le juste s'allient. On sait que le pouvoir s'insinue partout. Mais parfois, on peut faire barrière avec son corps, avec le corps collectif. Quand tu choisis ton camp, quand tu es consciente de tes privilèges, quand tu comprends quelle est ta marge de manœuvre, quand tu sais quelles sont les questions qui comptent pour toi, alors tu peux décider de ne pas le faire, ne pas agir le pouvoir, ne pas le chercher, car ce qu'on aime est la puissance, pas le pouvoir. S'allier et faire collective, car les personnes qui transforment leur engagement en action ont dans les yeux la beauté et le charme de l'utopie. Et l'utopie est super sexy. Et comme écrivait Monique Wittig dans Les Guerrières, elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Elles ont transformé la haine en énergie et l'énergie en haine. Elles disent « Stop au génocide, Palestine libre ». Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces interventions très, très riches et très instructives. On m'entend ? Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Donc, je vous rappelle qu'on se retrouve à 17h pour la dernière table qui s'intitule « Une réponse féministe et décoloniale à l'agenda guerrier », où on aura notamment des interventions de Rima Hassan et de Françoise Vergès. Et juste avant de vous libérer, on a une intervention de Cyrine de BDS qui veut vous faire un appel à la solidarité contre la répression. Merci beaucoup de me laisser parler pour un sujet pas exactement similaire à la discussion qui vient d'avoir lieu, mais tout aussi important,
puisque hier, le samedi 7 février, Mohamed Khatib, réfugié palestinien et coordinateur européen de Samidoun, donc le réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens, a été arrêté en Grèce à son arrivée à l'aéroport. Il était en chemin vers un événement internationaliste en solidarité avec la Palestine quand il a été arrêté soudainement à l'aéroport d'Héraklion par les autorités grecques. À la base, arrêté pour un prétendu contrôle d'identité, en fait, on lui a fait rapidement savoir qu'il avait été déclaré inadmissible en Grèce, et ce pour des raisons de sécurité nationale, et qui figurerait sur une liste d'Interpol, ce qui est évidemment faux. Sa détention, en attendant son expulsion, constitue une escalade officielle contre la communauté palestinienne et contre le mouvement de solidarité en Grèce particulièrement, mais dans le monde de façon générale. Et nous exigeons sa libération immédiate. Cette nouvelle attaque contre le mouvement intervient peu après le 10e sommet tripartite entre la Grèce, Chypre et Israël. Et il est clair que contrairement à la force des sentiments et de la solidarité du peuple grec en faveur de la Palestine, le gouvernement grec effectue une fois de plus la volonté de l'entité sioniste, des États-Unis et des puissances impérialistes de l'UE, telle l'Allemagne. Ceci n'est que le dernier en date des incidents répressifs qui ciblent le mouvement pour la Palestine, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, et qui incluent des attaques en cours contre le réseau Samidoun, les refus d'entrée adressés à Mohamed Khatib aux Pays-Bas, en Suisse et maintenant en Grèce, les tentatives de le priver de son droit d'asile en Belgique, l'interdiction de Samidoun en Allemagne et sa désignation sur les listes antiterroristes aux États-Unis et au Canada. Et en Belgique, le récent gouvernement de droite et d'extrême droite tente de faire passer une nouvelle loi lui accordant l'autorité sans précédent d'interdire certaines organisations, et particulièrement Samidoun. Oui, je profite de dire qu'en Belgique, on n'a pas encore de loi ou de processus comme vous en France de dissolution d'organisation, mais notre nouveau gouvernement essaye de faire pareil. Et donc, on encourage avec insistance tous les partisans de la Palestine à répondre à la répression en s'organisant et en agissant à intensifier nos activités de soutien au peuple palestinien et de sa lutte pour le retour et pour la libération, à prendre fait et cause pour Gaza, actuellement en état de siège et sous le feu des forces génocidaires, tout en étant soumise à un pseudo-cessez-le-feu du Conseil de la paix. Et donc à organiser à grande échelle des manifestations, des actions, des soirées éducatives et formatives, des activités de perturbation et des mobilisations pour la libération des prisonniers et prisonnières palestiniens, palestiniennes dans les geôles sionistes et impérialistes, pour la libération de la Palestine du fleuve à la mer. Donc je vous invite vraiment à relayer les appels de solidarité et évidemment à appeler à la libération de Mohamed Khatib. Solidarité et liberté pour tous les prisonniers palestiniens. Tahia Palestine. Merci. Pardon.